Bonsoir à tous, je m'appelle Gatien, je plonge depuis 2013. J'ai découvert la plongée avec un baptême de plongée à Bora Bora en Polynésie française, dans le lagon, de l'eau claire, chaude, avec plein de poissons de toutes les couleurs. En rentrant, j'ai trouvé ça génial, j'ai voulu passer différents brevets, mais j'ai fait les deux premiers brevets sur la fin de l'année 2013. Et depuis début 2014, chaque année, je plonge sous la glace au lac Liaison. Je suis également devenu photographe subaquatique et instructeur de plongée. Amateur, je fais ça par passion, principalement pour partager ma passion pour la plongée et faire découvrir cet univers de la plongée en lac de montagne, sous glace ou autre, à mes amis, mes proches, ma famille et tous ceux qui s'y intéressent. Du coup, merci pour l'invitation, merci pour l'opportunité de présenter, de partager avec vous cette plongée au lac Liaison ici ce soir. Je suis donc photographe et instructeur amateur. À côté de ça, j'ai une formation de physicien de l'EPFL et mon métier, c'est travailler comme ingénieur en optique et en optoélectronique pour une boîte qui développe du hardware de réalité virtuelle et réalité augmentée. Si vous voulez voir plus de mes photos, plus de mes images, je vous invite à consulter mon site web gatiencausandet.photographie, sur lequel vous trouverez quelques-unes de mes photos subaquatiques. Alors, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. La plongée sous glace, c'est quoi? La plongée sous glace, c'est Netflix and chill, mais sans Netflix. Il reste le chill. La plongée sous glace, c'est quoi? C'est faire son trou. Mais surtout, la plongée sous glace, c'est renversant. Bref, ce soir, je vais commencer par... j'ai structuré cette présentation en deux parties. Une première partie où je vais vraiment vous parler de plongée sous glace, de la technicité de cette activité, de cette pratique. Et dans une deuxième partie, je vais parler plus spécifiquement du cadre de la plongée sous glace au lac Liaison. Mais bien sûr, comme on le sait, une image vaut 1000 mots, donc je ne vais pas juste me contenter de vous parler de plongée sous glace. Je vais illustrer principalement cette deuxième partie en utilisant les photos que j'ai pu réaliser au cours de mes différentes plongées sous glace au cours des années à Liaison. Voilà, donc la plongée sous glace. Alors, vous pouvez vous demander pourquoi plonger sous glace? Quand on parle plongée sous glace, on pense froid. Pourquoi s'infliger une plongée dans de l'eau glaciale? Une plongée sous glace, c'est dans de l'eau qui a une température, dans le meilleur des cas, si c'est de l'eau douce, de l'ordre de 2 degrés. Si on plonge dans de l'eau de mer sous glace, elle peut même avoir des températures négatives, -1, -1,5 degrés. Et pourquoi? Simplement pour ces différentes raisons. Pour l'aventure, plonger sous glace, c'est tout de suite une aventure. On met la tête sous la glace, on est tout de suite dans un autre univers, on vit une aventure différente de ce qu'on a l'habitude de connaître par ailleurs. L'ambiance d'une plongée sous glace est particulière. Il y a les jeux de lumière du soleil qui filtrent à travers cette couche de glace ou à travers les trous qu'on pratique dans la glace pour pouvoir y accéder, mais qui n'a rien à voir avec une plongée dans le lagon à Bora Bora, ça je vous l'assure. Ça permet effectivement aux photographes de faire des clichés autres, différents, particuliers de nouveau. Ça peut permettre d'accéder à des sites qui sont pris dans les glaces toute l'année. Si tout au long de l'année, le plan d'eau dans lequel vous voulez plonger ou le site est pris dans les glaces, il va falloir faire une plongée sous glace pour pouvoir y plonger. La visibilité peut être améliorée. Pourquoi? En hiver, quand l'eau est froide, il y a moins de plancton, il y a moins d'algues qui se développent qu'en été dans de l'eau chaude avec le soleil. Et moins d'algues, moins de plancton, ça veut dire une visibilité améliorée. Donc les conditions de plongée peuvent être plus intéressantes en hiver quand l'eau est prise dans la glace. Et puis ça peut permettre de plonger des sites très populaires avec moins de monde. Parce qu'effectivement, c'est quand même une plongée un peu plus technique quand le plan d'eau est recouvert de glace. Puis ça peut permettre d'accéder à des sites de plongée qui sont inaccessibles le reste de l'année. On peut imaginer tout à fait un plan d'eau qui est ouvert à la navigation tant qu'il n'est pas pris par les glaces. Et une fois que le plan d'eau est couvert de glace, la navigation est plus possible et la plongée pourrait
être possible à ce moment-là. Je reviens sur l'univers de la plongée sous glace ou l'ambiance particulière, les jeux de lumière. Vous avez le trou qui permet l'accès aux plongeurs à l'eau. Et les rayons du soleil filtrent à travers ce trou et créent des ambiances qui sont assez incroyables. Donc ce cliché-là a été pris au lac Liaison. Maintenant, si on va un petit peu plus loin, on peut tomber aussi sur des clichés assez incroyables. Ce n'est pas une photo de moi, c'est une photo de Tobias Friedrich qui a été prise au Groenland, où en fait, ce n'est pas une photo, c'est toute une série de clichés qui ensuite ont été recombinés pour donner cette image d'un iceberg vu depuis sous l'eau. Donc voilà, c'est pour ça qu'on plonge sous glace. Maintenant, la plongée sous glace est une activité qui présente quand même quelques risques spécifiques et particuliers qu'on n'a pas en plongée en mer chaude. Bien sûr, le froid, donc ça demande une protection thermique adaptée pour les plongeurs pour se protéger contre l'hypothermie, mais ça demande également un matériel adapté à l'eau froide. Et puis bien sûr, le plafond physique. Vous plongez sous un plafond de glace, ça demande des procédures spécifiques et du matériel dédié de manière à pratiquer cette activité en toute sécurité. Le froid, donc on parlait d'une protection thermique adaptée. Les plongeurs qui veulent s'adonner à la plongée sous glace utilisent une protection thermique qui est bien connue et répandue des plongeurs lacs de l'arc lémanique ou autres, parce que même le lac Léman peut connaître des températures relativement basses en hiver ou même en été. Dès que vous plongez au-delà de quelques dizaines de mètres, les températures sont de l'ordre de 6-7 degrés. Donc, les plongeurs plongent en combinaison étanche. Vous avez ici ces combinaisons étanches. Vous avez des manchons en latex sur les poignets. Vous avez le même genre de collerette au niveau du cou. Et tout ce qui est à l'intérieur de la combinaison reste sec pendant votre plongée. Ce qui vous permet d'utiliser des vêtements en polaire ou en laine. Et c'est ces vêtements plus l'air qui va être emprisonné dans la combinaison étanche qui va vous permettre d'avoir chaud ou en tout cas de supporter des plongées dans des conditions assez rigoureuses, voire extrêmes. Si vous avez déjà pris une bouteille en PET vide, en fermant le bouchon, puis que vous l'amenez sous l'eau, qu'est-ce qui se passe? La bouteille va être comprimée par l'augmentation de la pression liée à la colonne d'eau. Ce qui veut dire que dans ces combinaisons étanches, on a un petit inflateur ici, puis on va injecter du gaz de manière à garder un volume confortable pour pouvoir bouger, à ne pas être mis sous vide pendant la plongée. Le gaz de base, c'est simplement de l'air. Mais pour des conditions un petit peu extrêmes ou des cas particulièrement rigoureux, on pourrait tout à fait remplacer cet air par de l'argon, qui a des propriétés physiques qui font qu'il conduit beaucoup moins bien la chaleur, donc il isole encore mieux. Donc au final, la combinaison étanche, le gaz à l'intérieur, air ou argon, plus les vêtements polaires permettent de se tenir chaud. Et si ça ne suffit pas, on a encore la possibilité de rajouter un chauffage. Les chauffages les plus simples, ça va être simplement en gilet avec un corps chauffant plus une petite batterie intégrée que vous allez mettre dans sous votre combinaison étanche. Et les chauffages les plus haut de gamme, les plus performants, sont en fait des espèces de pads chauffants que vous allez glisser dans vos vêtements en polaire. Les pads sont reliés électriquement à ce petit connecteur ici qui permet de sortir la connexion électrique de la combinaison étanche. Et puis vous avez une grosse batterie du genre que le plongeur va accrocher à sa ceinture et qui permet d'alimenter ce chauffage. Ça permet d'avoir des autonomies de plusieurs heures. Ça permet également de débrancher le chauffage en cas de malfonctionnement pour la sécurité du plongeur. Hop. Là, vous avez donc un plongeur, moi, au lac Liaison, qui est dans sa combinaison étanche, retroussée jusqu'à la taille. Vous voyez que dessous, je porte effectivement ces vêtements en polaire qui me permettent d'avoir chaud, non seulement pendant les plongées, mais également avant et après les plongées. Là, on voit peut-être un peu mieux ici, même si la qualité de la photo une fois agrandie n'est pas ouf. Mais j'ai des espèces de bagues à baïonnettes sur les manchons de ma combinaison étanche qui en fait permettent de connecter des gants étanches. Et puis avec ces gants étanches qui se connectent justement avec ce système de bagues à baïonnettes,
sur la combinaison étanche, à ce moment-là, ça me permet d'avoir les mains, de garder les mains au chaud pendant toute la plongée. Là, vous avez un plongeur justement sous la glace à liaison, et puis vous voyez qu'il porte effectivement ces gants bleus étanches qui lui permettent de mieux supporter les rigueurs de la température du lac en hiver. Oui. Maintenant, il ne faut pas négliger de se protéger du froid en surface avant et après la plongée. Ce n'est pas tout d'avoir chaud pendant la plongée, mais si vous commencez votre plongée en ayant déjà froid, ça va être difficile de vous réchauffer dans une eau à 2 degrés. Et puis bien sûr, en sortant de là, il faut quand même tout de suite vous protéger du froid pour ne pas risquer l'hypothermie après la plongée. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le froid peut également poser un petit souci pour le matériel, principalement les détendeurs. Le détendeur, c'est quoi? C'est ça. Le détendeur, c'est ce qui permet au plongeur en fait, de respirer l'air comprimé ou le gaz comprimé qui est contenu dans sa bouteille de plongée. On a un premier étage qui vient se visser dans le robinet de la bouteille et qui va permettre de détendre, donc d'amener le gaz à haute pression contenu dans la bouteille à une pression intermédiaire, et un deuxième étage qui comprend l'embout que le plongeur met dans la bouche, qui vient détendre le gaz de cette pression intermédiaire à la pression ambiante et qui permet au plongeur de respirer le gaz comprimé. Ce qui peut arriver, surtout dans l'eau froide, c'est qu'ils se mettent en débit continu. Vous avez dans le deuxième étage une petite membrane qui est actionnée finalement par la respiration du plongeur, mais qui, s'il y a des petits cristaux, pardon, s'il y a des petits cristaux de glace qui se forment au niveau de la membrane du deuxième étage, ça peut bloquer le détendeur en position ouverte. Et puis, vous avez ce qu'on appelle en débit continu, c'est-à-dire le gaz qui sort en continu du détendeur. Ça ne pose pas un risque immédiat au plongeur, parce que le plongeur voit dans sa formation de base comment respirer sur un détendeur en débit continu. Le détendeur reste utilisable, mais vous imaginez bien qu'avec un débit pareil, la réserve de gaz comprimé contenue dans la bouteille du plongeur ne va pas tenir très longtemps. C'est pour ça qu'on va utiliser, alors d'une part, des détendeurs qui sont compatibles eau froide, qui vont minimiser le risque de débit continu, et puis par ailleurs, utiliser soit une bouteille simple, mais avec une double sortie de robinets indépendants, soit un scaphandre qui est bien connu des adeptes de la plongée technique, c'est-à-dire en bibouteille, avec à nouveau deux robinets indépendants. Pourquoi? Parce qu'on va fixer un détendeur, donc un premier étage et un deuxième étage sur chacun de ces robinets. Puis en cas de débit continu, il y a un copain qui peut venir fermer la bouteille ici, et puis le plongeur passe sur son deuxième étage, sur son deuxième détendeur, le temps que le détendeur principal dégèle. Puis ensuite, il peut repasser, on peut rouvrir la bouteille, etc. Et puis, avec ce système-là, les robinets sont placés de telle manière que le plongeur peut lui-même accéder au robinet, fermer le robinet, rouvrir le robinet en fonction des besoins. C'est effectivement du vécu personnellement à liaison. J'ai eu une plongée où j'avais mal réglé mon détendeur, il était trop sensible. Et pendant toute la plongée, il se mettait en débit continu. Mais avec un scaphandre de ce style-là, il suffisait de changer de détendeur, fermer la bouteille, attendre quelques minutes que le détendeur dégèle, rouvrir la bouteille, changer de détendeur, et puis j'ai fait ça 5 ou 6 fois pendant la plongée. Préparation du site. Il faut commencer par découper le trou d'accès. Alors pour découper le trou, on va le faire de forme triangulaire. Pourquoi? Parce que triangulaire, ça va faciliter la sortie des plongeurs au niveau des angles des triangles. Ça va être plus facile de prendre appui avec les mains pour se hisser hors de l'eau. La taille du trou doit être suffisamment grande pour contenir une palanquée, une équipe de plongeurs. Alors, en fonction de la configuration de votre journée de plongée ou du plan de plongée, si vous avez 2 plongeurs par palanquée, une palanquée à la fois, un petit trou suffit. Si vous avez des palanquées de 5 ou 6 plongeurs ou 4 ou 5 palanquées de 2 plongeurs, il va falloir prévoir des trous beaucoup plus grands. Les blocs de glace qu'on découpe, on ne va pas les laisser dans l'eau, il va falloir les sortir du trou pour éviter de gêner l'accès par les plongeurs.
Quand on découpe ce trou, on le fait toujours par équipe de 2, avec une personne qui découpe les trous, puis une personne qui assure l'autre pour éviter qu'il tombe à l'eau. De la même manière, on va privilégier le travail en combinaison étanche. Quand on va sur la surface gelée du lac ou du plan d'eau, on va déjà revêtir sa combinaison étanche et puis on préfère travailler la découpe du trou en combinaison étanche. Si accidentellement on tombe dans l'eau, au moins on reste sec, on reste au chaud. Et finalement, les trous, il va falloir aussi les marquer en utilisant par exemple de la rubalise ou des petites barrières ou quelque chose pour éviter qu'en cas de mauvaise visibilité, genre brouillard ou nuit, il y ait des gens qui passent par là qui n'étaient pas au courant de l'existence du trou et qui tomberaient dedans accidentellement. Pour dégager les trous, on peut utiliser différents outils. Les pinces à glace permettent de sortir les blocs de glace qui ont été découpés de l'eau. On peut utiliser un vilebrequin plus une scie à glace. Vilebrequin pour faire déjà des trous initiales dans lesquels on passe la scie à glace, puis ensuite découper les trous. Ça, c'est la manière un petit peu, je dirais, plus écologique ou old school de découper les trous. La manière moderne et moins écologique, c'est la tronçonneuse. C'est super efficace. Ça permet de découper les trous pour une épaisseur de glace un peu moindre. On peut utiliser une hache. La pelle permet de dégager la neige qui serait accumulée sur la glace avant de commencer à entamer la glace. Et puis ça permet aussi autre chose dont je parlerai tout à l'heure. Finalement, la vis à glace puis le palan, ça peut être un bon moyen de sortir des gros blocs de glace de l'eau. Vous brochez votre vis à glace dans le bloc, puis le palan permet de réduire le poids apparent du bloc de glace pour le sortir plus facilement. C'est illustré ici par ces quelques photos. Bon, alors ils n'ont pas fait comme j'ai dit tout à l'heure, ils ne se sont pas mis en combinaison étanche. Mais toujours est-il que là, vous voyez qu'ils sont en train de découper à la tronçonneuse des blocs de glace. Lui ici, il a planté une vis à glace dans le bloc, puis ensuite avec la corde, ça veut leur permettre de sortir ces blocs de glace du trou. Puis là, on voit que pendant que ces 3 ou 4 bonhommes ici s'activent à la découpe du trou, on a ici une personne avec une pelle qui fait des espèces d'allées dans la neige, sur la glace. Ça, c'est dans le but de dessiner ce genre de dessin, des cercles concentriques avec des rayons. Là, vous avez le dessin théorique, puis là, une vue aérienne de ce qui a été fait sur la glace. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous êtes sous l'eau, vous voyez toujours les dessins, vous voyez les cercles concentriques, vous voyez les rayons, et si à un moment vous ne voyez plus la sortie, vous avez toujours le dessin que vous avez fait dans la neige qui apparaît grâce à la lumière du soleil, qui passe plus facilement là où la neige a été enlevée, qui va vous permettre de retrouver la sortie. Sachant que cette technique-là, cette stratégie-là, c'est une stratégie de réchappe, de secours, je dirais. La méthode principale pour le plongeur de retrouver la sortie, c'est ce que vous voyez qu'il a à la main ici. Il a une ligne de vie, une corde. Et c'est vraiment ce cordage, souvent utilisé de 6 à 12 mm de diamètre, qui est une ligne de vie qui relie en tout temps le plongeur à la sortie libre. On peut utiliser soit des cordes flottantes faites de polyester ou de polypropylène, ou des cordes non flottantes faites de nylon ou de polyamide, en fonction des conditions de plongée. Vous imaginez bien que dans ce cas de figure-là, vous avez la glace qui est complètement lisse. Le fait d'utiliser une corde flottante permet, si le plongeur accidentellement perd le contact avec sa ligne de vie, la ligne de vie, elle va se coller au plafond. Elle va monter, se coller au plafond et plus bouger. Le plongeur va pouvoir chercher cette ligne de vie qui va le ramener à la sortie. Si la corde était faite d'un matériau qui coule, au moment où il perd le contact avec sa ligne de vie, la corde coule au fond, et pour peu qu'il y ait plusieurs dizaines de mètres de fond, enfin que le fond soit un petit peu profond, le plongeur a peu de chances de retrouver sa ligne de vie pour retrouver le trou par la suite. Par contre, dans ce cas de figure-là, vous n'avez pas de la glace bien lisse comme sur un lac, un petit lac de montagne, mais des blocs plutôt chaotiques, la corde flottante va risquer de se prendre dans ces blocs, etc. Donc, on va privilégier une corde non flottante qui va couler, mais éviter au plongeur d'emmêler sa ligne de vie dans les aspérités de la surface. Quelques mots sur les procédures de plongée. Alors, une équipe
où un groupe de plongée sous glace va être réparti en 3 équipes avec des fonctions distinctes. La première équipe, c'est ces 2 plongeurs A et B, c'est l'équipe de plongeurs. Ces 2 plongeurs, on va privilégier de les attacher à la même ligne de vie. Pourquoi? Pour éviter, imaginez que vous n'avez pas une seule équipe de plongée ou une seule palanquée qui plonge à la fois, mais vous avez 3, 4, 5 palanquées qui évoluent en même temps. Si chaque plongeur de chaque palanquée a sa propre ligne de vie, vous allez vite vous retrouver dans une toile d'araignée avec un risque important pour les plongeurs de s'en mêler dedans. Donc, on préfère utiliser une ligne de vie par équipe de plongeurs, mais il faut également que les 2 plongeurs soient attachés à cette ligne de vie pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en cas de séparation des binômes, s'il n'y en a qu'un seul plongeur qui est attaché à la ligne de vie, ben, l'autre plongeur se retrouve avec plus aucun contact avec la surface, plus aucun moyen de retrouver le trou. Et l'autre raison, c'est qu'en cas d'urgence, la deuxième équipe, qui est l'équipe de support en surface, doit pouvoir tirer cette ligne, cette corde, de manière à ramener les 2 plongeurs. La ligne, en plus de permettre de garder un contact physique ou d'assurer de pouvoir retrouver le chemin du retour, permet également à l'équipe de plongeurs de communiquer avec l'équipe de support en surface. On va garder cette ligne toujours partiellement tendue avec une certaine tension, de telle manière à pouvoir exercer des petites tractions sur la corde et que ces tractions soient ressenties par l'équipe à l'opposé de la corde. Finalement, la dernière équipe de plongeurs, ce sont ces 2 plongeurs-là, c'est des plongeurs de sécurité. Donc, ça doit être des plongeurs qui sont entièrement équipés, qui sont eux-mêmes attachés à leur propre ligne de vie et qui sont prêts à intervenir en cas d'urgence. Une autre règle qui est commune à toutes les plongées sous plafond, que ce soit une plongée sous glace, une plongée spéléo ou une plongée avec des obligations de décompression, c'est la gestion de la réserve d'air selon la règle des tiers. On utilise entière de la réserve de gaz pour la progression aller, entière de la réserve de gaz pour le retour à la sortie, et il nous reste entière de réserve pour parer à toutes les éventualités, aux urgences ou aux pépins qui pourraient se présenter sur le trajet de retour. Alors, pour devenir un plongeur sous glace, la plupart des agences de certification proposent des formations, des cours de spécialité adaptés. Personnellement, je suis instructeur pour ces 2 agences de formation-là. Chacune propose un cours de spécialité de plongeur sous glace avec des prérequis légèrement différents, mais accessibles alors pour la version SDI dès l'Open Water Scuba Diver, qui est le premier niveau de plongée, et puis pour PADI dès le 2e niveau. Maintenant, même si ce n'est pas expressément requis par les standards, il est quand même hautement recommandé d'avoir déjà une bonne expérience de plongée en combinaison étanche. Alors, où plonger sous glace? Je vous ai montré tout à l'heure une photo d'un iceberg au Groenland, en voilà encore une. Le Groenland peut être une destination assez incroyable pour la plongée sous glace. Le lac Baïkal présente aussi des paysages et un univers assez particulier. Le lac Baïkal qui se trouve en Russie, juste au-dessus de la Mongolie. L'Antarctique vous permet de plonger entre les icebergs, accompagné de phoques léopards ou de manchots royaux, empereurs et autres. Mais même sans aller aussi loin que ça, en Suisse aussi, il y a pas mal de spots pour plonger sous glace. Personnellement, j'ai eu l'occasion de plonger dans 3 endroits différents sous glace. Le premier, c'est le lac de Tannay, qui se trouve juste en dessous du Grammont, à 1408 mètres d'altitude, mais qui présente le désavantage majeur d'avoir une très mauvaise visibilité. Quand j'y ai plongé, si je tendais les bras, je ne voyais plus mes mains, à peu de choses près.
donc pas incroyable pour profiter de cette ambiance justement particulière de la plongée sous glace. Parfois, l'étendue d'Uziez sur la commune de Olon, entre l'autoroute et le Rhône, pendant les périodes les plus froides de l'hiver, peut geler pendant quelques jours ou quelques semaines, mais la couche de glace va être relativement fine, donc va rester très transparente. C'est joli aussi, mais voilà, comme la glace reste transparente, vous n'avez pas les mêmes ambiances ou les mêmes jeux de lumière que ce qu'on peut avoir là au lac Liaison, dont je vais maintenant parler. Le lac Liaison se trouve là, sur la commune de Ormont-Dessous, juste au-dessus des Mosses, à une altitude de 1848 mètres. Ses dimensions sont environ 395 mètres de longueur par 290 mètres de large. Si on regarde un peu plus en détail maintenant, le plan de situation du lac, on est donc juste au-dessus des Mosses. Le parking pour y accéder en hiver pour plonger sous glace se trouve là. Vous avez ensuite tout ce trajet à faire en raquette, en pot de phoque, ou comme vous voulez. C'est environ 1 heure de montée, de balade, pour arriver au restaurant du lac Liaison, qui est un peu le camp de base, juste à côté du lac Liaison pour effectuer la plongée sous glace. Et ce restaurant se trouve sur le trajet du pic Chaussy, qui culmine à 2351 mètres d'altitude. Ouais, je vous ai dit qu'il y a à peu près 1 heure de montée pour arriver au restaurant du lac Liaison. Heureusement, le restaurant s'occupe de toute la logistique et met à disposition un ratrac pour monter le matériel de plongée. Donc, les plongeurs montent avec un petit sac à dos léger sur le dos et c'est tout. Et tout le matériel est acheminé par ratrac. Et pareil pour redescendre tout le matériel après les plongées. Donc, comme c'est une logistique assez importante, le restaurant du lac Liaison en a fait un peu son fonds de commerce pendant l'hiver et assure toute la logistique par rapport à ces plongées sous glace, et permet à différents clubs et associations de plongée de monter pendant tous les week-ends d'hiver, faire ces activités de plongée sous glace. Du coup, les plongeurs pour participer à ces plongées sous glace, en général, on va monter le week-end complet pour profiter un petit peu de pouvoir plonger et pas juste de perdre du temps au point de vue logistique pour monter le matériel, etc. Donc, ces week-ends de plongée sous glace ont comme programme type le samedi matin, aux alentours de 9 h, on charge le matériel sur les ratracs et on monte au lac. Ensuite, pendant la matinée, on prépare le matériel et on dégage les trous. Les trous sont plus faciles à dégager dans ce cadre-là que dans un cadre où vous vous retrouvez sur un lac où il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce que chaque week-end, vous avez une équipe de plongée qui monte. Chaque week-end, les gens repercent les mêmes trous. Et du coup, pendant la semaine, alors les trous gèlent. Il y aura de la glace en surface, mais l'épaisseur de glace va être beaucoup moindre, beaucoup plus facile à percer. Il n'empêche qu'il faut quand même dégager ces trous. Ensuite, repas de midi. Dans l'après-midi, 1, 2, 3 plongées en fonction des envies et du courage de chacun. En fin de journée, la fondue traditionnelle est bien méritée après une journée dans le froid. La nuit est passée dans les dortoirs du restaurant. Le dimanche matin, petit déjeuner, suivi d'une matinée de plongée, de nouveau 1, 2, 3, suivant vos envies et votre courage. Le repas de midi, ensuite on recharge le matériel dans le ratrac, et puis il y a la traditionnelle descente en luge jusqu'au parking. Le restaurant, voilà une photo du restaurant. Donc l'équipe du restaurant s'occupe de toute la logistique, l'acheminement du matériel avec le ratrac, la mise à disposition des luges pour la descente le dimanche en fin de journée. Ils s'occupent bien sûr des repas, du logement dans le dortoir qui se trouve à l'étage, et ils mettent également à disposition un local pour l'entreposage du matériel de plongée entre les plongées ou surtout pendant la nuit, qui se trouve dans la porte tout à gauche du bâtiment. Puis là, vous voyez sur la droite du bâtiment le ratrac qui permet justement l'acheminement du matériel de plongée. Voilà une vue panoramique du lac Liaison. Là,
la surface du lac gelé est recouverte de neige et on distingue plus ou moins 3 trous. Donc, c'est comme ça que sont organisées les plongées. On a 3 trous qui sont séparés d'environ 40 mètres avec une ligne de vie qui court d'un trou à l'autre. On a un trou principal qui est le trou qui permet l'entrée et la sortie des plongeurs. C'est dans ce trou-là que les gens vont rentrer et sortir du lac, plus 2 trous supplémentaires qui sont des trous de réchappe. C'est-à-dire qu'en cas de problème ou d'urgence, les plongeurs vont pouvoir sortir par ces trous. Les trous sont espacés d'environ 40 mètres. Ça permet de ne jamais être éloigné de plus de 20 mètres d'une sortie potentielle. Ça réduit donc de manière importante les risques. Et finalement, vous avez une ligne de vie qui guide les plongeurs d'un trou à l'autre. Les procédures de plongée sous glace au lac Liaison sont un petit peu différentes de ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Les conditions sont telles, de par le fait d'avoir ces 3 trous avec des trous de réchappe, d'avoir une ligne de vie, cette corde qui passe d'un trou à l'autre, installée à demeure pendant toute la saison, plus le fait d'avoir une bonne visibilité, font que les plongeurs sous glace au lac Liaison, d'habitude, ne plongent pas avec une ligne de vie personnelle. Ils vont évoluer le long de cette ligne de vie-là, sans avoir à traîner leur propre ligne de vie derrière. Et puis finalement, vous avez également une petite équipe, toujours quelques plongeurs qui restent en sécurité à côté du trou principal. Alors, pour plonger sous glace, on commence par s'équiper. On va profiter du local chauffé pour se changer, revêtir tous ces vêtements chauds qu'on porte sous la combinaison étanche, qu'on appelle une souris. Enfiler sa combinaison étanche, s'équiper du scaphandre qui peut faire jusqu'à quelques dizaines de kilos, jusqu'à 40 kilos, en profitant de toutes les infrastructures, les tables, les bancs, etc. Ensuite vient la petite balade à pied entre le restaurant et le trou sur le lac. Il y a quelques dizaines de mètres à faire. Alors quand il fait beau, le week-end, il y a beaucoup de randonneurs ou de skieurs qui montent au pic Chaussy. C'est toujours amusant de voir l'étonnement se peindre sur leur visage quand ils voient des hommes grenouilles se balader au milieu de la montagne dans la neige. Et puis là, vous avez 2 plongeurs qui enfilent leurs palmes et qui se préparent à se mettre à l'eau. Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut que la taille des trous soit adaptée. Ici, vous voyez que ça bouchonne un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant un week-end de plongée à Liaison, il peut y avoir jusqu'à 30 plongeurs sur le même week-end. Ça fait du monde, il faut organiser des tournus. Dans tous les cas, ça va être les plongeurs sortants qui auront toujours la priorité sur les plongeurs entrants. Puis là, vous avez 2 plongeurs qui attendent sagement leur tour, que les plongeurs soit commencent leur plongée, soit sortent de l'eau et libèrent de la place. Bien sûr, comme je disais, il faut toujours qu'il y ait du monde en sécurité surface, ne serait-ce que pour aider les copains à sortir de l'eau ou à pouvoir réagir en cas d'urgence. Il y a une année où j'étais sorti de l'eau après une plongée, j'étais allé poser mon matériel, un petit tour aux toilettes. Pour aller aux toilettes, il a fallu ouvrir ma combinaison étanche. Enfin, je ne vous fais pas de dessin. Et après avoir revêtu à nouveau ma combinaison étanche, c'était une combinaison étanche avec une fermeture éclair qui se fermait dans le dos. Il n'y avait personne autour de moi, donc j'ai remis ma combinaison étanche mais sans la fermer. Je suis retourné au bord du trou, j'ai mis mes gants étanches, etc. Et puis j'aidais les copains à sortir de l'eau jusqu'à ce qu'il y ait un plongeur novice qui se mette à l'eau et qui ait tout à coup son détendeur qui parte en débit continu, qui fuse, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Il était un peu paniqué, il ne savait pas quoi faire. Du coup, ni une ni deux, j'ai vu que j'avais mes gants étanches, j'avais ma combinaison étanche, j'ai fait quoi? J'ai sauté à l'eau. Puis au moment de sauter, il y a les copains autour qui ont crié «Non!» Mais c'était trop tard. C'est là que j'ai réalisé que ma combinaison était ouverte, quelques fractions de secondes avant d'être dans l'eau. Dans tous les cas, j'ai quand même pu atteindre le plongeur, fermer son robinet pour arrêter le débit continu et vite sortir de l'eau. Heureusement, ces combinaisons étanches, il y a beaucoup d'air à l'intérieur, elles flottent beaucoup dans l'eau, ce qui fait que plus le fait que la fermeture éclair était très haute dans le dos, j'ai eu très très peu d'entrée d'eau et j'ai quand même pu continuer mes plongées sans trop de désagréments.
Voilà une plongée qui va débuter. Le plongeur est dans l'eau, il a son détendeur principal en bouche, son deuxième détendeur qui est prêt à être utilisé en cas de pépin. Là, on voit qu'il fait beau, on avait de la chance, c'était un chouette week-end. La météo n'est pas toujours aussi agréable. Alors quand vous êtes sous l'eau, c'est pas critique, ça ne fait pas une grosse différence, mais pour ceux qui restent en surface, c'est moins agréable. Et puis voilà, on a deux plongeurs qui entament leur descente pour effectuer une plongée sous la glace. La couche de glace et de neige est relativement épaisse, ce qui limite quand même beaucoup la quantité de lumière qui va filtrer à travers, donc qui fait sombre. La pénombre règne, pardon, et donc les plongeurs emmènent une petite lampe avec eux de manière à pouvoir quand même s'éclairer et puis également communiquer. Les lampes sont utilisées par les plongeurs pour communiquer sous l'eau. Là, vous voyez donc la ligne de vie qui file d'un trou à l'autre. Elles sont fixées grâce à ces pieux métalliques qui sont plantés dans la glace. Et en plus de ces deux lignes qui courent vers les deux autres trous, vous avez également cette petite ligne secondaire qui permet d'avoir une continuité de cette ligne jusqu'à la surface libre du lac. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusque-là, toutes les photos que vous avez vues, il y a une super visibilité, tout va bien. Puis en général, c'est vrai, c'est le cas dans le lac de Liaison. Mais vous avez vu la photo tout à l'heure du plan de situation. Le lac se trouve au fond d'une cuvette. Puis en hiver, ce qu'il peut il peut y avoir des avalanches qui tombent le long des parois de cette cuvette. Puis quand les avalanches atteignent le lac, elles peuvent atteindre le fond et remuer, soulever beaucoup de vases. Le fond du lac est très vaseux, c'est des sédiments. Puis à ce moment-là, très rapidement, vous pouvez avoir la visibilité qui décroît de manière drastique, voire dramatique. Et à ce moment-là, les plongeurs sont bien contents de pouvoir juste attraper cette ligne de vie et la suivre jusqu'à une surface libre. Hop, encore un exemple d'un plongeur qui vient visiter un de ces trous secondaires avec les rayons du soleil qui filtrent par le trou. Vous voyez qu'une partie de cette glace est très transparente. Là, une plongeuse qui visite dans des trous secondaires, on retrouve cette même ligne de vie qui rentre dans le trou et qui atteint la surface libre. Vous voyez que cette plongeuse ici plonge en bibouteille, la configuration dont je vous parlais tout à l'heure, avec deux détendeurs séparés, les deux premiers étages, et on retrouve les deux détendeurs ici. La température de l'eau du lac est aux alentours de 2 degrés. Du coup, malgré toutes les protections thermiques dont sont munis les plongeurs, on va privilégier des plongées plutôt courtes, de 15 minutes jusqu'à une demi-heure, quitte à en enchaîner plusieurs sur la demi-journée, faire une petite plongée, ne pas trop se refroidir, sortir, se réchauffer un petit peu, puis retourner pour une deuxième, voire une troisième, plutôt que faire une longue plongée d'une heure ou une heure et demie qui nous laisserait proche de l'hypothermie. Encore une photo qui illustre les jeux de lumière qu'on peut avoir. Vous avez à la fois la lumière ou les rayons du soleil qui filtrent par le trou percé dans la glace. Vous avez également un petit peu de lumière qui passe malgré tout à travers cette couche de neige et de glace. Bien sûr, pour avoir ces jeux de lumière, il faut avoir de la chance avec la météo puis avoir du soleil. Si vous n'avez pas de soleil, c'est un petit peu moins joli. Et ça requiert également une bonne visibilité. D'où mon commentaire tout à l'heure sur la plongée au lac de Tannay. Si vous ne voyez pas les mains, vous ne profitez pas du spectacle. Et la profondeur sous les trous est de l'ordre de 15 à 20 mètres. Donc c'est peu profond. Le fond est accessible, mais le fond n'est pas très intéressant. Au fond, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver justement des sédiments, quelques cailloux, quelques rochers, de temps en temps un tronc d'arbre. Mais l'intérêt principal de ces plongées sous glace, c'est vraiment de rester à quelques mètres sous la couche de glace pour vraiment en profiter au maximum. La faune dans le lac, on trouve quelques poissons, on trouve principalement des truites, on trouve également des ombres, on y trouve des ombres chevaliers, des saumons des fontaines, des verrons, donc principalement des salmonidés.
et tout plongeur sous glace qui se respecte a, à un moment ou un autre, au cours de sa carrière de plongeur sous glace, marché au plafond. Donc vous avez cette couche de glace qui fait un plafond au-dessus de votre tête. Ce qui est sympa à essayer au moins une fois, c'est de se mettre à l'envers, de gonfler la combinaison étanche, d'ajouter de l'air comprimé dedans. Quand vous êtes à l'envers, tout ce gaz vient au niveau des pieds et puis ça vient vous plaquer contre le plafond à l'envers. Ça vous permet de marcher au plafond. Alors bien sûr, c'est difficile de marcher avec des palmes sur une surface qui glisse, mais l'expérience vaut quand même la peine d'être tentée. Encore ici, vous avez une autre image qui illustre ces jeux de lumière. Vous avez donc le puits de lumière qui est visible ici, plus une réflexion du fond sur ces bulles d'air. Toutes les bulles d'air que vous voyez ici, vous avez vu sur les photos précédemment, c'est de l'air qui est expiré par les plongeurs pendant leur plongée et qui est ensuite piégé sous la glace. Par endroits, il peut être piégé et former ces petites flaques d'air. Par endroits, ils vont simplement glisser suivant les aspérités, les inclinaisons de la glace, jusqu'à pouvoir s'échapper du lac. Encore un plongeur ici qui se dirige vers la sortie. On voit encore une petite bulle d'air piégée dans les aspérités de la glace qui fait miroir. Et finalement, après ces 15 à 30 minutes de plongée, on se dirige vers la sortie qui est souvent facilement visible. Bon, alors vous avez toujours cette ligne de vie, mais vous avez également le puits de lumière qui est vraiment en phare vers la sortie. Ensuite, il faut sortir de l'eau. Alors, vous n'êtes pas en plongée en lac ou en bord de mer, ou c'est égal, ce n'est pas une plongée depuis le bord, vous avez simplement une plage pour sortir facilement de l'eau. Vous n'êtes pas à bord d'un bateau avec une échelle pour sortir, ou dans les cas les plus confortables ou luxueux, vous avez carrément un petit ascenseur à plongeur qui vous permet de sortir de l'eau tout confort. Non, là, il va vraiment falloir hisser les 40 kg que vous avez sur le dos, plus vous, hors de l'eau à la force des bras ou avec l'aide des copains. Pour faciliter un petit peu la sortie de l'eau, on peut utiliser une corde. Effectivement, ça permet d'avoir une prise avec les mains pour se hisser plus facilement. Ou parfois, quand les conditions le permettent, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait installé une petite échelle de bateau qu'on avait vissée dans la glace et qui avait de manière surprenante, extrêmement bien fonctionné. Ça avait vraiment facilité la sortie de l'eau. Mais dans tous les cas, c'est pour ça c'est toujours agréable d'avoir assez de monde en soutien de surface pour aider les copains à sortir de l'eau. Et puis, pendant les intervalles de surface, pourquoi pas surfer un mini iceberg. Là, vous avez un petit bout de glace qui s'était détaché. Et ça peut occuper les intervalles de surface. Puis après les plongées, pour se réchauffer, pourquoi pas un petit café Lutz au restaurant. Hop, maintenant j'ai un petit film à vous montrer qui illustre finalement à quoi ressemble un week-end de plongée sous glace au lac Liozon. Ça va tout couper. Ok.
Là, on était parti explorer le fond du lac. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas grand-chose de super intéressant. Mais comme on s'était éloigné de la structure principale avec les lignes de vie, etc., on avait tiré du fil pour être sûr de retrouver les trous. En fait, quand vous éloignez des trous, tant que vous le voyez, tout va bien, c'est assez rassurant. Mais arrive un moment où vous ne voyez plus le trou principal. Donc, vous êtes content d'avoir une ligne derrière vous qui vous y ramène. Et là, oui, vous voyez bien, ce week-end-là, il y avait également une équipe d'apnéistes qui était venue faire de l'apnée sous glace. Ouais, ces gens descendent sans bouteille en combinaison humide. Et la descente en luge finale. Voilà, du coup, pour pouvoir plonger sous glace au lac Liaison, il faut passer par l'un des nombreux clubs ou associations qui plongent tout au long de l'hiver et leur demander une place. Je disais que c'est accessible parce que c'est possible de louer tout le matériel nécessaire à la pratique spécifique de la plongée sous glace dans un magasin ou une école de plongée. On peut y louer le scaphandre complet, la combinaison étanche, même la souris en cas de besoin. Toutes les formations nécessaires, donc relativement peu, hein, la formation de base en plongée, le premier brevet ou les 2 premiers brevets, plus la formation en combinaison étanche, sont toutes disponibles dans la région. Je propose par exemple ces cours. Vous avez la liste de tous les cours que je propose sur cette page web, mais ça demande bien sûr un minimum de préparation. Si vous n'avez jamais plongé ou jamais plongé en combinaison étanche, il faudra vous préparer un petit peu avant d'aller plonger sous glace. Je reviens sur cette image parce que vous aviez les 3 trous indiqués ici, mais vous avez un tas de chenilles ici, avec des gens qui boutiquent. Là. Ouais. Qu'est-ce que c'était? C'était l'équipe de jacuzzi.ch qui avait monté et construit un jacuzzi sur la glace du lac Liaison. Ils avaient monté, alors eux, ils n'avaient pas le ratrac pour monter le matériel, et ils ont tout tiré sur des petites luges en montant en raquette ou en pot jusqu'au lac, monter ces énormes chaudières à bois, plus le stock de bois, plus tous les matériaux pour construire ces jacuzzis. Et puis, ils font leur petit week-end. Ils dorment sous tente, mais ils se baignent dans de l'eau chaude. C'est incroyable. Et encore plus incroyable que ça, c'est qu'une des années où on était monté, sur le même week-end où on y était, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient fait un jacuzzi sous glace. Ils avaient installé un jacuzzi, donc une structure plus la bâche, etc., sous la glace. Ils utilisaient leur chaudière à bois pour chauffer l'eau. La température rapportée est de 25 degrés quand même dans cet endroit-là. Ils avaient monté une réserve de gaz, des bouteilles de plongée pour faire une petite bulle d'air, une petite poche d'air sous la glace. Et puis, ils avaient 2 plongeurs de sécurité qui permettaient d'emmener les jacuzzistes, si c'est le terme adapté, à travers ces trous dans la glace jusque dans ce jacuzzi sous glace. Voilà.
Ça, c'est pour la petite histoire. On n'a pas envie d'en sortir après. Non, non, effectivement, l'entrée puis la sortie, elle devait être un petit peu délicat. C'est pour ça que vous voyez qu'ils ont des bottillons, une cagoule, des gants, etc. pour essayer de limiter les dégâts. Mais bon, et après, là-dedans, ils se réchauffent, puis en ressortant, ils sautent dans leur eau de jacuzzi, puis ils se réchauffent de nouveau. Voilà, en résumé, je vous ai présenté la plongée sous glace. Je vous ai montré que c'était une atmosphère unique, une ambiance qu'on ne retrouve pas dans d'autres types de plongées. Ce n'est jamais des émotions que vous allez vivre quand vous allez plonger dans des lagons à Bora Bora. C'est complètement différent. C'est tout à fait accessible en Suisse, à la fois du point de vue géographique que logistique ou technique. Ça ne demande pas une formation très poussée en plongée. Mais c'est une activité qui comporte des risques, donc il ne va pas falloir pratiquer sans la formation, le matériel adéquat ou en étant accompagné d'une personne qualifiée et compétente en plongée sous glace. Je pense aussi vous avoir convaincu que le lac Liozan, c'est le spot idéal dans la région pour pratiquer cette activité, de par la logistique incroyable qui est mise à disposition par l'équipe du restaurant, mais également par les conditions de visibilité qui sont excellentes dans ce lac. En bonus, je vais vous parler de 2 autres sites de plongée du parc naturel régional Gruyère Pays d'en Haut. Le premier, c'est le château de Chillon qui se trouve à l'extrémité est du lac Léman, à Vetou. Pourquoi les gens aiment plonger sur ce site-là? Parce que le château est en fait construit au sommet d'une falaise qui tombe à pic jusqu'à environ 60 mètres. Donc la mise à l'eau se fait en général sur cette petite plage-là qui se trouve au nord du château. Puis quand on se met à l'eau là, qu'est-ce qu'on voit? On voit ça. On voit le château, on voit le Grammont. De temps en temps, on a encore un bateau Belle Époque de la CGN qui passe en arrière-plan. Donc le cadre est assez sympathique. Puis ensuite, en plongée, on longe la falaise. Difficile ce jour-là, les conditions de visibilité n'étaient pas incroyables. C'est loin pas le lac Liaison. Du coup, c'est un peu les photos que j'ai réussi à en tirer. Mais en plus de la falaise, ou le long de la falaise, qu'est-ce qu'on peut croiser par 20 mètres de fond? On peut trouver le Clos de Chillon. Dans cette caisse, vous avez des bouteilles de vin qui ont été placées là. Pourquoi? Parce que c'est des conditions de température, de luminosité et d'humidité qui sont contrôlées et constantes tout au long de l'année. Donc ces gens-là ont fait l'essai de placer ces bouteilles avec des bouchons spéciaux dans cette caisse par 20 mètres de fond le long de la falaise surplombée par le château de Chillon. Mais le but premier de plonger à Chillon, c'est vraiment le panorama, c'est vraiment le cadre qui est majestueux. Le deuxième spot dont je vais vous parler se trouve tout près d'ici, entre Rossinière et les Moulins. Là, c'est la source de la Chaudane. La source de la Chaudane, quand vous allez la voir à l'extérieur, ça ne paye pas de mine, c'est juste un petit trou par lequel s'écoule la Chaudane sur quelques dizaines de mètres avant de se jeter dans la Sarine. Ben oui, les plongeurs spéléos se mettent à l'eau dans ce petit trou-là, parce que c'est la porte d'entrée à plusieurs centaines de mètres de galeries qui vont descendre jusqu'à plus de 200 mètres de profondeur. Vous avez là une coupe développée de l'émergence de la Chaudane. Donc le trou d'accès est là, puis ensuite vous avez toutes ces galeries-là. Là, vous avez une coupure, la galerie, en fait, elle va là, puis là, elle continue ici, puis elle continue. Tac. Et puis, je vais vous montrer 2 photos qui ont été prises ici, dans la zone qui s'appelle la dalle. Vous avez une espèce de dalle en travers du chemin sous lequel vous vous faufilez pour continuer la plongée. Et puis, une deuxième photo qui est prise ici, au niveau de la fenêtre, où vous avez le conduit principal qui, sur 2 mètres, se sépare en 2. Et puis, donc vous avez comme une fenêtre percée dans la roche. Voilà. Là, vous avez la galerie principale et la fenêtre percée dans la roche. Et puis ici, vous voyez la dalle sous laquelle passe ce plongeur. Hop, dernier point, je profite de faire un peu de pub pour un événement qu'on organise avec des copains. C'est le Dive Tech Events, le salon de l'exploration sous-marine en Suisse, dont la prochaine édition aura lieu le 26 et le 27 août 2022 à Saint-Pré, au bord du lac Léman. Ce salon consiste en des conférences, des expositions photos, des stands matériels, etc. Et si vous êtes intéressé, je vous
vous encourage à aller faire un tour sur le site web de l'événement. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. J'espère que l'exposé vous a plu.